et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Culture Politique. C'est un nouveau concept qui vous propose le nouveau visage de la politique africaine et camerounaise surtout. Et comme vous le voyez, je suis accompagné des grands hommes de la scène politique camerounaise. Il s'agit bel et bien du docteur Jean-Moïse Mbaou. Bonsoir à vous, Jean-Moïse. Bonsoir et bonsoir à mon co-panéliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs et nous vous invitons à écouter, à partager avec nous ces moments et ces questions que nous allons aborder. Et M. Jean-Paul Twindjan. Bonjour à vous, M. Jean-Paul Twindjan. Bienvenue sur le plateau de CEF-TV. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mon copanéliste. Et nous sommes là pour apporter notre petite contribution, surtout pour dire des vérités et surtout pour construire l'avenir de notre Afrique et de notre pays. D'accord. Alors nous avons la vitrine africaine Affaire Vital Kamerhe. Le procès du directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi Vital Kamerhe a été ouvert hier lundi au tribunal de grande instance de Kinshasa. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars. Est-ce une autre stratégie à l'africaine pour écarter sa candidature à la présidentielle prévue en 2023, docteur? Écoutez, vous l'avez bien dit d'entrée, l'Afrique est en chantier. Et parce que l'Afrique est en chantier, ce n'est pas seulement un chantier économique, c'est même pas seulement un chantier démographique, c'est même un chantier stratégique. Et parce que c'est un chantier stratégique, il faut bien qu'il y ait des positionnements. Malheureusement, je le dis pour le déplorer, en Afrique, on a des positionnements intéressés. On devrait pourtant rentrer dans des positionnements de construction. Voilà une affaire qui ressemble finalement à toutes les affaires en Afrique, parce que un directeur de cabinet a beau être puissant, il n'a pas la capacité de décaissement. Il a la capacité de signature, de délégation, d'instruction, mais il n'a pas la capacité de décaissement. On parle là, pour situer un peu les téléspectateurs dans l'historique, c'est un projet de développement initié par le président Tshisekedi qui est appelé en fait le projet des 100 jours. C'est-à-dire que déjà je trouve irréaliste le concept parce que ça comporte les routes, les logements sociaux, adduction d'eau, électricité. C'est un ensemble de projets pour une enveloppe de pratiquement 300 millions d'euros. Donc qu'on le baptise projet des 100 jours, je dirais ça gros, mais bon, commençons quelque part. C'était peut-être l'esprit de commencer quelque part, de placer les fondations et puis on allait aller. Deuxièmement, parce que c'est un projet de 300 millions d'euros, il y avait pratiquement, au moment de l'interpellation de M. Kamerhe, on était à pratiquement 60 millions d'euros, en fait 60 millions de décaissés. Maintenant, vous avez des routes qui ont été engagées. Vous avez les logements sociaux qui ont été engagés. Je dis bien engagés, pas encore pleinement réalisés. Mais puisque on est dans cette guerre de positionnement, on est dans cette guerre de projection, le monde entier le sait. Ce qui fera la force de l'existence demain, c'est l'Afrique, qui a toutes les ressources, vraiment, dans tout le sens large, jusqu'aux ressources humaines. On rentre donc dans des complications ou des danses magico, je ne sais pas comment je vais les qualifier, où vous avez des gens tapis dans l'ombre qui instrumentalisent les responsables et les leaders, question de créer la confusion. Pour ne pas réaliser les projets, parce que c'est là la cible. Il ne faut pas que l'Afrique se développe. Tout ce que vous voyez là, tel interpellé, tel soupçonné, c'est de la poudre aux yeux. On ne veut pas laisser les gens se développer. Et pour qu'ils ne se développent pas, soit on met la mauvaise personne, soit on cherche des poux sur la tête du chauve. Donc, voilà une histoire rocambolesque. Et je dis, nos tribunaux gagneraient à être un peu plus diligents, un peu plus lucides, un peu plus responsable. Ce n'est pas, on interpelle quelqu'un qui n'a pas une adresse fixe. On a peur qu'il fuit. On a peur qu'on ne le retrouve pas. Voilà un monsieur qui est en fonction, et ce n'est pas n'importe quelle fonction, parce qu'on le soupçonne, parce qu'il est jusque-là, il est présumé innocent. On le soupçonne, et parce qu'on le soupçonne, on l'interpelle. Et on ne fait que reporter les interpellations, mais vous comprenez bien que soit il paye le prix
de ses anciennes alliances Ouais. avec Kabila et les pouvoirs d'avant, soit alors il est rentré dans des micmacs parce qu'il ne faut pas non plus le dédouaner comme s'il est... un saint. Voilà, on ne lui donnera pas un saint blanc. Mais je reste persuadé que la principale victime, et je vais chuter avec cela, la principale victime, c'est le citoyen lambda. Ouais. Parce que les routes, c'est pour qui? C'est pour nous. Le logement social, c'est pour qui? C'est pour nous. Donc, est-ce que c'est une guerre de positionnement où tout ce qu'on peut essayer de présenter pour moi, c'est l'inimitié contre les populations africaines? Et il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que ça va apporter au peuple du Congolais lambda que M. Kamere soit enfermé? Qu'est-ce que ça va apporter à l'Afrique dans sa logique de développement que ce monsieur soit enfermé? Il faut qu'on soit responsable. Ok, soyons responsables. Alors, Monsieur Twinjan, est-ce une nouvelle stratégie à l'africaine pour écarter sa candidature à la présidentielle prévue en 2023 en RDC? Moi, je dirais oui et peut-être non aussi. Oui, parce que nous savons comment ça marche chez nous, en Afrique. Je veux prendre un exemple bête. Dans un beau pays qui s'appelle le Cameroun, que je connais, j'ai entendu une histoire où dans un village, un jeune est revenu. Il a vu son village dans le noir. Il a dit c'est pas possible. Il a mis ses fonds pour faire venir le courant, il a acheté le poteau, les câbles, il a alimenté tout le village. Il y a un certain sénateur qui est ressorti dans ce village. Quand il arrive au village, il dit qui a mis la lumière ici? On dit c'était dit non, c'est pas lui qui peut faire quelque chose pour ce village, c'est moi. Comme il a le pouvoir et la signature, il a appelé les gens, il a dit mettez-moi tous ces poteaux à terre. On a mis les poteaux à terre, on a arraché les câbles. Pour dire quoi? Pour dire que la guerre de position en Afrique nous pousse à faire même des bêtises. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit oui. Donc, ça peut être que de ce fait qu'il ait manifesté la volonté ou qu'il ait démontré des velléités à aspirer aux fonctions suprêmes, on peut commencer à lui coller n'importe quoi. Un peu non aussi parce que nous savons comment ça marche. Mon copanéliste disait tout à l'heure que lui n'a pas les bons de caisse. Mais on sait tous que les notions de 3%, 10%, 50%, c'est dessous de table. C'est décidé quelque part. C'est décidé quelque part. Et que le monsieur pourrait avoir utilisé sa position pour influencer des pots de vin. Donc c'est quand même une histoire compliquée parce que nous la regardons de loin. Mais la vérité, c'est que soit c'est pour le déstabiliser, soit qu'il en fait coupable. Quand on était en formation en France, avec des partenaires, des camarades tunisiens, algériens, des Européens, à la fin les gars me disent, Jean-Paul, tu sais, il y a eu un Algérien, un Français qui ont fait la même école polytechnique, et les deux étaient des ingénieurs pour me chausser. 10 ans après leur sortie de l'école, l'Européen a demandé à l'Algérien, depuis que tu es sorti de l'école, tu as conçu combien de ponts? Il a dit, moi j'ai conçu 10 ponts. Il dit, c'est où? Il dit, c'est dans ma poche. Donc comment on dit au Cameroun, c'est dans la tête. Il dit, il a conçu 10 ponts. Le type lui dit, c'est où? Il dit, c'est dans ma poche. Donc, vraiment, nous les Africains, nous devons commencer par comprendre que l'Afrique, c'est pas un continent pour moi. C'est juste un grand village. Et nous sommes tous les enfants de ce village-là. Et même que le fait que nous sommes rejetés par les autres. Je comprends, quand on est aux États-Unis, même si on est noir, même si on est milliardaire, on dit des black guys. Quand on est en Europe, on dit les négros. Quand on est en Asie, on a vu des vidéos où les gens nous mangent même comme des singes. Mais pourquoi est-ce qu'entre nous, on n'arrive pas? Je pense même que le Covid devait être plutôt un message fort, un élément qui devait nous permettre moi je crois qu'il est. de prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses, de nos valeurs. Donc, vraiment, cette histoire, il faut encore regarder de près. Tout à fait. Ça veut dire que la solution viendra de l'Africain lui-même. Il faut que l'Africain commence à penser Afrique, commence à penser à l'Afrique, au lieu de penser au positionnement politique, je ne sais pas trop si j'ai bien compris votre Non, mais attendez, moi j'ai fait le multinational comme ingénieur.
Je me rappelle que je me suis vu remonter les bretelles plusieurs fois parce que j'étais en train de former des gars. Et on m'a dit, on ne vous paye pas pour former les gens. On vous paye pour faire le boulot. Je pensais que je faisais bien en faisant monter tous les gars parce que je me disais, bon, il faut former tous les mecs. On m'a dit, monsieur, si vous formez les gens, vous nous coûtez cher. Ça veut dire qu'ils veulent que l'Afrique demeure dans la pénombre. Voilà. Donc, ça pas seulement dans la pénombre. Parce que si l'Afrique se développe, si nous mettons nos valeurs intrinsèques intellectuelles sur la table, que nous les valorisons, les mecs, ils viendront faire quoi? Je vous prends un exemple bête. Quand je vois les projets routiers dans notre pays, c'est les grands noms qui gagnent les marchés, mais quels sont ceux qui les font, qui les réalisent? Et c'est nous. Une faute de sous-traitance. C'est nous. Aujourd'hui, quand je regarde tous les projets que nous avons dans notre pays, rarement j'ai vu ces grands blancs-là, ces grands Européens venir faire des choses ici. Nous sommes d'accord que les gars nous apportent de l'expertise. Parce que personne ne sait tout. À l'école de la formation, on nous disait que le formateur, la seule différence qu'il y a entre le formateur et l'apprenant, c'est que le formateur apporte 80% du savoir et que l'apprenant apporte 20%. Et on appelle plutôt ça des rendez-vous du donner et du recevoir. Maintenant, si vous pensez que nous n'avons rien apporté et que c'est les autres qui vont nous apporter tout, ça veut dire que nous sommes en train de pérenniser le néocolonialisme. C'est ça. Ok. C'est votre avis aussi, docteur? Oui, mais écoutez, on le dit souvent de manière familière. Quand on fait son lit, comment on se couche. Donc, ou alors on se couche comme on fait son lit, selon la position sur laquelle on se tient. Mais il faut dire qu'il est temps, mais il est plus que temps pour que les Africains comprennent qu'on n'est pas là pour aller en guerre avec quiconque. On n'est pas là pour entrer dans des hostilités inutiles. Mais il faut à un moment donné penser développement local. On félicite le Cameroun pour la décentralisation et les autres pays africains qui sont dans cette dynamique. Mais il faut qu'on passe dans le concret. Parce que indépendance, décentralisation commence par l'autonomie du leadership. Si les leaders sont autonomes, si les leaders sont libres de penser ou alors d'avoir un modèle de développement, mais il est temps qu'on l'implémente. Le problème, il est là. Peu importe le chef d'État que vous mettez, s'il n'est pas libre, c'est ça. Ce n'est qu'une marionnette. Bien sûr. Donc, il faut que les Africains intègrent. Et ça, même de manière stratégique, dans nos villages, on le voit. Quand le chef ne peut pas poser un acte officiel, il utilise un notable. Il utilise parfois ses fonctionnaires officieux de la chefferie. Ils ne sont pas connus, mais le chef sait qu'il travaille pour lui. Dans le volet plus évolué, on parlera des services de renseignement. Mais il faut ici, et dans tous les pays, ça se fait. Le gouvernement a des partenaires privés qui sont en charge de produire un développement durable, de produire des industries, de créer des emplois. Mais parce que c'est le privé, le partenaire blanc ne viendra pas trop influencer sur la question. Mais regardez la première aberration africaine, c'est que l'État reste le premier employeur. C'est une aberration, mais je dis ce n'est pas normal. Parce qu'on veut centraliser les pouvoirs, on veut tout garder sur soi, mais à la clé, c'est le peuple qui souffre. Donc moi, je pense que les Africains, si jamais on est sérieux dans ce souci de développement, si nous avons pris, tout à l'heure on le disait, si nous avons pris conscience de tout ce que le Covid nous a enseigné, si nous l'avons compris, il est bon maintenant qu'on rentre dans un sérieux développement. Et le développement n'étant pas le fruit du hasard ou une vue de l'esprit, mais étant bien entendu une coordination d'idées et d'acteurs, mais là on va atteindre le développement. Si l'Africain ne le fait pas, ce n'est pas le Chinois, ce n'est pas l'Américain, ce n'est pas l'Européen qui le fera. Mais croyez-moi, nous respectons l'Américain, pas parce qu'il est plus beau que le Français, c'est parce que le grand pays qui est derrière lui
s'est tapé la main sur la poitrine quand il s'agit de son ressortissant. Pourquoi on respecte l'Européen? Si vous touchez un Européen, c'est toute l'Union européenne qui se déverse sur vous. Ils ont mis une structure commerciale, une structure politique, diplomatique et militaire pour se donner de l'envergure. Pourquoi l'Afrique ne le ferait pas? Il faut qu'on se donne de l'envergure, il faut qu'on se fasse respecter. Et pour se faire respecter, ce n'est pas en criant ou en insultant, ou allant dans les débats, insultant les blancs, ainsi de suite, mais c'est réfléchir de manière concrète comment on électrifie nos villages. Si ce sénateur qui arrive et qui casse les poteaux doit être cassé, il doit être cassé, et c'est là que l'information doit remonter jusqu'au chef pour qu'il comprenne que voilà un jeune homme qui veut développer un village, qui n'a rien demandé au gouvernement. Il n'a rien demandé à ce fameux sénateur. Moi, un sénateur censé vient et adoube ce jeune homme. Il dit, mais vous voyez, c'est ce qu'on demande à la jeunesse. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Puisque la classe moyenne était en pleine explosion, mais dans l'informel. Quand le chef de l'État du Cameroun dit que la jeunesse ose, il sait de quoi il parle. Il faut donc à un moment donné qu'on rentre dans une logique de construction et non les petites logiques que nous voyons dans notre politique. Il faut casser tel, il faut détruire tel, il faut nuire à tel, mais on ne construit rien de concret. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau, mesdames et messieurs, et bienvenue à la suite de votre émission Culture Politique. Alors nous sommes sur le volet Camer Actu. Un jeune maire âgé de 35 ans a été lâchement et froidement abattu dimanche 10 mai alors qu'il se rendait à un rendez-vous fixé par les séparatistes tombés dans une embuscade qui lui a coûté la vie. À quand la fin de cette crise meurtrière qui a déjà fait trop de morts, docteur? La crise a tire son origine du mal-être, du malaise des populations lors du grand dialogue national que nous saluons, initié par le chef de l'État. Il était question de, justement, si vous me permettez la répétition, faire un état des lieux, état de la situation, et puis comprendre, comme diraient les jeunes, ce qui n'a pas marché. Et il me souvient qu'il y a ces jeunes sécessionnistes et autres qui sont venus et qui ont dit pourquoi ils ont pris les armes. Ils ont expliqué ce qui se passait. Je dis ça parce que je trouve incohérent l'explication qu'on donne pour la mort de ce jeune. Parce qu'ils ont dit qu'il n'avait pas d'emploi, ils ont dit qu'il était dans la précarité totale, et ainsi de suite. Alors, le jeune homme, le jeune maire, parce qu'il faut dire, 34-35 ans, dans cette fourchette-là, c'est entendu, si vous voulez, avec certains responsables. Ces zones pour dire, écoutez, vous avez demandé les emplois, maintenant c'est la jeunesse qui est en charge, et voilà comment je peux procéder, voilà comment je peux faire. Il a présenté des pistes de solutions. Les pistes étant trouvées, il a eu un rendez-vous ferme. Pour moi, c'est trop facile d'accuser ces sécessionnistes que je n'encourage pas du tout dans cette approche et cette logique, parce qu'on peut dire non d'une manière responsable. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec un fonctionnement ou un système, mais d'une manière responsable. Alors, qu'on me dise que vous êtes allé voir les gens, vous avez échangé avec eux, vous êtes entendu, vous êtes rentré, et au moment de revenir pour signer, on vous abat, je trouve ça gros. Certaines théories disent que vous avez des ennemis de la nation, de la patrie, qui sont derrière cette situation, cette confusion, parce que c'est même pas une guerre. On l'a appelé guerre, on l'appelait guerre asymétrique parce qu'on ne voit pas l'ennemi qui est en face, mais aujourd'hui c'est purement et simplement de la sorcellerie. Nous sommes en pleine sorcellerie. C'est une danse macabre où on veut voir le maximum de morts, le maximum de personnes mal à l'aise, pour mettre peut-être en mal le régime ou un système, je ne sais pas. Mais c'est un mauvais procédé qui n'aide pas les Camerounais. Parce que plus la confusion dure, plus ça arrange ceux qui ont intérêt à ce que ça dure. Parce que le maire veut trouver des solutions pour ces populations et il est abattu. Il avait 2 gardes du corps qui étaient des gendarmes.
Ça montre quand même que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ils ont été surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les notions criminelles, on vous dit généralement qu'un meurtre réussi parce que la personne qui vous abat, vous la connaissez. Vous ne vous en méfiez pas. Bon, elle a accès à vous et facilement peut accomplir sa base besoin. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est trop facile qu'on vienne me dire que ce sont des sécessionnistes. Pour moi, c'est trop facile. Parce que soit ils ne voulaient pas du tout le développement et on les connaît. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, oui. Il n'y a même pas de dialogue. Mais si ceux-là ont accepté le dialogue, et que ce jeune mec se fasse tuer comme ça, je dis qu'il faut qu'on creuse. Et l'affaire de Ngabou, j'en veux pour preuve, l'affaire de Ngabou, parce que d'entrée de jeunes, on a dit, oh non, c'est une erreur, ce n'est pas ça, la mère n'a rien fait, machin, machin, machin. Mais après, enquête, on s'est rendu compte que ce n'est pas ce qu'on nous avait servi d'entrée. Et il a fallu qu'il y ait des agitations pour que le chef de l'État demande une enquête. Je dis la même chose, il faut que le chef de l'État demande une enquête. C'est trop facile de dire que les sécessionnistes... Non, c'est comme le coronavirus. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus malade de rien du tout. Vous avez mal au doigt, on dit coronavirus. Vous avez le dos, un coronavirus. Le dos vous fait mal, coronavirus. Alors, cet assassinat, parce que c'en est un, cet assassinat doit être élucidé, mais de la manière la plus ferme. Et je sais que l'armée camerounaise a des fins limiers qui sont capables de mener toutes les enquêtes qu'il faut pour que la vérité soit connue. Le but, je suis avec ça, le but est de faire peur à tous ceux qui voudraient développer ces zones anglophones. Il y a quand même 1000 milliards qui sont mis à contribution pour que ces zones soient reconstruites. Alors, si on veut commencer quelque part, parce qu'il faut toujours commencer quelque part, si on veut commencer quelque part et on essaye d'intimider ceux qui veulent faire ce travail, ce n'est pas que ces jeunes qu'on intimide, ce n'est pas que Manfait qu'on pénalise, mais c'est toute l'équipe Tasson qu'on pénalise, qui est en charge de la reconstruction de toutes les zones anglophones. C'est tout ça. Partant, c'est le Cameroun qu'on pénalise. C'est un jeune qui est mort. C'est une mort de trop. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc pour moi, c'est une situation suffisamment scandaleuse. On a tout vu au Cameroun. On ne peut donc pas aujourd'hui conclure de manière péremptoire que c'est les sécessionnistes qui l'ont abattu. Il n'y a pas que lui qui est mort. Ces gars du corps aussi. Donc c'est plusieurs familles qui sont endeuillées. Et il faut que ce soit élucidé. Sinon, on va se retrouver dans du n'importe quoi. Alors docteur, où se trouvaient justement ces ONG qui passent le temps à nous donner des chiffres erronés lorsqu'il s'agit des sécessionnistes qui ont été abattus? Ils nous donnent souvent des chiffres erronés, comme on a vu par exemple en Ngabou. Bon, c'est vrai que les faits ont relaté autre chose, mais ils ont quand même donné des chiffres tels qu'il y a eu 32 morts. Mais où sont passées ces ONG lorsqu'une autorité comme celle-là meurt? Que font-elles? On peut tromper les gens un moment, on ne peut pas les tromper tout le temps. Le problème des ONG, c'est des ONG à charge, on l'a dit. Le MINAT l'a dit à suffire, le Tangadji l'a dit à suffire, a même démontré qu'il y avait des complicités, qu'il y avait des connivences, il y a des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient faites, et les ONG étaient utilisées, jusqu'à la fameuse ONG de distribution des médicaments et tout, ça a suivi Cameroun, quelque chose comme ça. C'est des ONG qui avaient un agenda qu'on ne connaissait pas. Maintenant, on sait quel est leur agenda et quel était leur projet. Ils avaient intérêt à attirer l'attention de la communauté internationale sur le Cameroun, certainement, pourquoi on dit que c'est un pays en danger, soit économiquement pas intéressant, soit alors il faut envoyer des casques bleus pour essayer d'amener la paix, mais sachant qu'ils ont d'autres projets derrière. C'est un secret de polichinelle. Partout où les casques bleus sont partis, les richesses ont diminué. On sait très bien ce que ces groupes-là font. C'est des bandits. Vraiment, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est des bandits. Ils facilitent, ils ouvrent des corridors pour que ceux qui peuvent piller l'or, le diamant et tout aient un chemin. Et voilà, ils ont essayé d'amener le même procédé ici. Ça n'a pas marché. Alors, ça fait que quand une ONG pond un rapport comme celui-là, c'est parce que l'ONG est financée. L'ONG est payée. Le Cameroun aujourd'hui a montré une telle résilience qu'aucune ONG déstabilisatrice n'a plus intérêt à venir s'agiter au pays parce que tout financement qui est fait dans ce sens est voué à l'échec. Ça ne porte pas son fruit. Donc, pour moi, c'est logique que ces ONG restent dans leur chambre.
Parce que qui va financer pour qu'ils viennent faire, pour prendre un rapport? Qui va financer pour qu'il y ait une mission? Qui va financer même pour que ce soit diffusé dans les médias? Faut pas croire que c'est gratuit. Hein. Quand il parle à CNN, quand il parle à France 24, c'est pas gratuit, c'est payé. Qui va donc financer ça? Le Cameroun a montré que agitez-vous, sautez, dansez. Nous sommes restés zen. Voilà pourquoi, quand on dit que l'armée régulière, mais c'est une aberration pas possible, que l'armée régulière porte des armes. On dit qu'il faut que l'armée régulière pose des armes face à des bandits. Ça n'a pas de sens. Ces ONG vont donc dire que poser les armes. Mais elles ne vont jamais dire aux citoyens de se poser les armes. On a vu quel est leur camp. Ah, ça c'est clair. Alors, M. Tchinjan, jusqu'à quand cette crise qui n'a fait que trop de morts, qui a fait un mort de trop, un mort de plus? Jusqu'à quand? Je vais répondre comme au village. Jusqu'au jour où on va décider de s'assagir. Jusqu'au jour où les Camerounais vont décider de s'assagir. Parce que nous parlons, le Cameroun c'est notre pays, hein, sauf si nous sommes étrangers dans notre propre pays. La manière avec laquelle je vois faire des choses, c'est comme si il y avait une guerre entre le Cameroun et un pays. Pourtant, ce n'est que le Cameroun. C'est le Cameroun. La mort de ce jeune maire laisse présager beaucoup d'hypothèses. Est-ce que le fait qu'il voulait ça, est-ce que sa mission, est-ce qu'il a pu s'entendre avec tous les groupes sécessionnistes qui sont dans sa zone? Est-ce que c'est pas un groupe, une faction rivale à une autre qui a décidé de dire on garde tout. Donc, et comme vous voulez déjà vous ranger de l'autre côté, alors qu'on avait le même combat. Oui. Est-ce que c'est pas un agenda caché de certaines personnes qui ont tout intérêt à ce que ça continue? Puisque on dit en espagnol, a Rio Revolto, Gana de Pescador, c'est-à-dire que à l'eau trouble, les pêcheurs trouvent beaucoup de poissons. D'accord? Donc du coup, il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait de l'eau trouble. Maintenant, votre question elle est profonde, c'est une petite question, mais elle est profonde. Alors, à quand ça va finir? Le jour où les Camerounais comprendront que le Cameroun est indivisible, le jour où les Camerounais comprendront qu'on doit s'asseoir et parler en frères et sans se regarder en chaîne de faïence, le jour où les Camerounais comprendront qu'on doit se regarder dans les yeux, se dire des vérités et se pardonner. Comme ça s'est fait ailleurs. Le jour où les Camerounais comprendront que le futur de nos enfants dépend des actes que nous posons aujourd'hui, je pense ce jour-là. Mais de l'autre côté, j'aimerais quand même demander aux autorités que la chefferie n'est pas forcément la chicotte aussi. Oui. C'est pour réagir par rapport à la réaction du docteur. La chefferie n'est pas forcément la chicotte ni la brutalité. C'est vrai que dans la chefferie, on manie le bâton et la carotte. Et en fonction de la situation et de l'homme qu'on a en face, on peut décider du choix du bâton ou de celui de la carotte. Ceci dit, les Camerounais doivent s'asseoir. Pour moi, il n'y a pas d'anglophone qui soit mort, il n'y a pas de francophone. C'est un Camerounais qui est mort. Et un Camerounais qui est mort veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, au niveau d'ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'apporter une contribution morale, mais en invitant et les fractions rivales qu'on appelle les Amazoniens, que le Cameroun c'est notre pays et qu'aucune structure internationale, aucun pays ne vienne résoudre nos problèmes. Et pour ceux qui pensent qu'il faut que des ONG entrent dans notre pays, je ne sais pas s'ils ont vu ce qui se passe en Centrafrique, s'ils ont vu les images en Centrafrique. Un jour, vous dis un truc. Un jour, j'étais à Douala, au niveau de l'Axe Loup, j'ai vu un convoi de l'ONU qui allait sur la Centrafrique. Vous savez ce que j'ai vu sur le convoi? J'ai vu des tractopelles. Peint en blanc, UN. J'ai vu des pelles excavatrices. Peint en blanc, UN. Alors, qu'est-ce qu'on va... Les pelles excavatrices qui servent à quoi? Parce qu'il faut bien que... Est-ce que c'est des armes? J'aurais bien voulu voir... de l'or, du matériel précieux. Alors, au Mali, on a vu des images.
jusqu'alors, dans les caisses. Voilà. Est-ce que ces gars-là, quand ils viennent chez nous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui viendra nous aider à faire la paix avec notre enfant? S'il vient faire la paix avec notre enfant, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez nous qui l'intéresse. Donc je pense tout souvent que la crise reste camerounaise et que tous les Camerounais de tous bords doivent oublier leurs querelles, doivent oublier leurs égos, doivent descendre de leur piédestal pour s'asseoir. Et il n'y aura pas de grand, il n'y aura pas de petit pour parler Cameroun entre les Camerounais. C'est ce que je pense. Okay. Alors, ça veut dire que la crise, comme certaines personnes le disent, la crise anglophone ne pourra être résolue que par les anglophones eux-mêmes. Des Camerounais. Bon, on veut dire, bon, ça c'est parce qu'on veut juste peindre tout en rose, mais là on sait très bien qu'il y a une crise anglophone. Alors si les anglophones veulent la solution, elle viendra par eux-mêmes, ils peuvent résoudre le problème par eux-mêmes. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Parce que l'origine de la crise, c'est quoi? Si j'ai bien entendu, j'étais pour Cameroun, mais j'ai suivi les actualités. La crise serait partie d'une histoire de grève d'enseignants qui est passée par les avocats d'abord. Oui, voilà, je dis une grève d'avocats qui est passée par les enseignants qui ont suivi, et puis l'armée s'en est mêlée et a décidé de gérer à sa manière. Du coup, les gens qui avaient un calendrier caché ont profité de la situation pour dérouler le calendrier. Petite parenthèse, l'armée se mêle parce que les effigies des institutions de la République ont commencé à être brûlées. Voilà. C'est pour ça que l'armée se mêle. Mais sinon, d'entrée de jeu, il n'y a pas c'est eu... l'affaire d'éducation et de droit qui avait même commencé à trouver des solutions, dont le fameux Common Law, qui finit par, on parle de 14 revendications à 21, avec 19, qui sont complètement prises en compte, à 21, prises en compte, mais effectivement, il y avait des gens qui avaient d'autres intérêts. Mais à qui on leur proposait des solutions, mais ils trouvaient toujours quand même un truc à dire en plus. Hein. Si vous voulez la bouteille d'eau, ils disaient que non, on a eu la bouteille d'eau, maintenant on veut le téléphone, ce n'est plus le téléphone, on veut telle chose. C'est pour ça qu'on dit, cette crise-là, cette crise anglophone-là, est-ce que, je ne sais pas, moi je ne vois pas beaucoup, il y a le volet politique aussi, mais est-ce que ce n'est pas déjà aussi une affaire de bandits de grand chemin qui partent de toutes les villes, qui profitent de de la pluie pour chier dans le torrent, comme on le dit. Est-ce que ce n'est pas déjà ça, ce n'est pas cette allure-là, que c'est cette histoire-là déjà? Mais il faut partir de l'histoire du Cameroun, depuis même avant les indépendances. Le Cameroun uni vient du fait que les anglophones ont accepté de se mettre avec la partie francophone du Cameroun et non le Nigeria. C'est ça l'histoire. Dans la fusion, il n'est pas question d'un État. Il est question de deux États qui se mettent ensemble. Donc, dans les deux États qui se mettent ensemble, il est question d'un partage de pouvoir, d'un partage de charges, et ainsi de suite. Puis, plus tard, on se retrouve à l'État, si vous voulez, l'État uni, ou alors la République du Cameroun. On passe de deux étoiles à une étoile, qui dit que maintenant c'est un pays. Et parce que c'est un pays qui est composé quand même de francophones et d'anglophones, comme un couple. On a un homme, on a une femme. Donc, qui se mettent ensemble pour donc vivre, comme on dit quand on bénit un mariage, dans le bonheur comme dans le malheur. Nous sommes ensemble. Les anglophones aujourd'hui, il faut le dire, estiment que les francophones ont eu que le bonheur, eux n'ont eu que le malheur. Donc le meilleur est resté pour les francophones et le pire pour les anglophones. Ça veut dire que le meilleur pour eux, c'est la présidence ou rien? Non, c'est pas forcément ça. Il n'était même pas question qu'ils aient la présidence. Conditions de vie. Non, depuis pratiquement, je crois, 2008. La notion de vice-président est entérinée au Cameroun. Elle n'est pas encore mise en pratique. Et dans cette entente, un vice-président devait être un anglophone. Et si jamais un anglophone est président, parce que ce n'est pas à exclure, c'est des Camerounais. Quelqu'un du Nord peut être président, quelqu'un de l'Ouest peut être président, quelqu'un du Sud, du moment où il est Camerounais. Parce que dans les ententes, c'est une nation. Ce n'est pas une nation dénivelée, avec des dénivellations. Non, c'est une nation où tout citoyen de la nation peut être président. Mais si le président est anglophone, le vice-président est francophone. Si le président est francophone, le vice-président est anglophone.
je raconte l'histoire parce que c'est important de comprendre que ces gens ne sont pas dans le faux quand ils revendiquent. C'est la méthode qui n'est pas bonne. Mais dans le procédé, dans les ententes, dans les conventions, il était question, par exemple, pour la gestion de l'État, qu'elle ne soit plus une gestion centralisée, mais décentralisée. La décentralisation n'est pas une notion de 2019. C'est une vieille notion, depuis 72. Donc, on n'a pas voulu l'entériner parce que pour les anglophones, on se met avec les francophones, mais les ressources sont bien dispatchées. Elles sont bien connues. Chacun sait ce qu'il a. Et parce que chacun sait ce qu'il a, il se développe. Le problème donc, et Dieu merci, ça a été résolu, c'est que les anglophones estimaient, et c'est même pour moi, ça n'a pas de sens. Pour construire une route à Maroua, il faut venir à Yaoundé. Pour acheter un table-banc à Maroua, il faut venir passer le marché à Yaoundé. La route, c'est beaucoup. Bon, voilà, j'ai bu trop gros. Mais le table-banc, les rames de papier, dans l'administration décentralisée, il fallait... Donc, ce n'était pas normal. Il y avait un engorgement et même une surcharge du pouvoir central. Il fallait donc ouvrir et décentraliser. Ils en ont donc eu marre parce que de 72 à 2016, parce que ça commence en 2016, en 2016, il n'y avait pas de changement. Donc là, ils se disent non, il faut qu'on gronde, il faut qu'on parle fort, qu'on se fasse comprendre. Malheureusement, on a l'habitude de le dire, un malheur ne vient pas seul. Je suis persuadé que ceux qui ont tiré la fronde étaient dans une logique d'avoir des solutions et non de créer la sécession. Seulement, il y en a qui ont récupéré dans le fond dur, qui a récupéré et qui dit, puisque les gens nous écoutent, on ne va plus demander simplement à produire notre pain nous-mêmes, ou à gérer notre pétrole nous-mêmes, mais maintenant, on veut même la séparation complète. C'est là que la folie s'installe. C'est là donc que les ennemis de la République rentrent. C'est là que la confusion se met en place. Donc, pour apporter la solution aujourd'hui, il faut, et là je rejoins M. Tudian sur le rôle que le pouvoir central doit jouer, qui est celui du chef, mais un chef conciliant, un chef qui est dans l'échange et l'entente. Il est important aujourd'hui que le chef de l'État mette en place le poste de vice-président. C'est très important. Bravo pour le Sénat, bravo pour la décentralisation. Le chantier n'est pas terminé. Il faut qu'il y ait un vice-président où les anglophones estimeront qu'ils sont représentés. Deuxièmement, ils ont estimé, et ils l'ont dit, c'est un secret polichinelle, que ceux qui sont les ministres qui sont au devant de la scène ne les représentent pas suffisamment. Ils l'ont dit. Vous avez pris le devant sur ma position. Bon, je crois donc qu'il faut continuer. Non, oui, je voulais justement dire que quand on fait des nominations, je pense qu'il y a quand même le service de renseignement, la police spéciale qui devrait s'occuper de ça. Mais souvent, quand on suit les communiqués, les nominations, on a souvent l'impression que on n'a pas répondu aux attentes des populations. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un sondage. Vous savez, si on vous donne un répétiteur, même vos enfants à la maison, si vous donnez un répétiteur que l'enfant n'accepte pas un répétiteur, la meilleure solution c'est le sortir. C'est clair. C'est l'échec assuré pour l'enfant. Et l'enfant vous dira toujours le répétiteur que vous m'imposez là, je ne le veux pas. Bon, donc, la notion de nomination ici n'est pas forcément représentative. C'est-à-dire que, excusez-moi, on regarde plutôt dans le parti et on nomme des gens qui militent forcément pour le parti. Non, militer pour le parti ne veut pas forcément dire militer pour le pays. C'est ça. Il y a des gens qui ne sont pas dans le parti, mais qui peuvent faire des choses pour le pays. Mais malheureusement, politique même, il faut le dire. Mais malheureusement, on regarde d'abord les obédiences avant de nommer les gens. Moi, je pense que quand on parle de Camerounais, pour moi, les militants d'un parti, je les considère comme les fans d'un club de football. C'est les fans. Et imaginez, vous mettez un fan comme arbitre d'un match de foot. Voilà. Donc, son club va gagner d'office. Il va créer même des pénalités. Voilà pourquoi je pense, ça m'engage que moi. Voilà pourquoi je pense que les services de renseignement devaient faire vraiment leur travail. Le renseignement qu'ils devaient faire ne devait pas seulement être pour voir si madame
est allée boire dans un bar, elle a parlé ou elle n'a pas parlé. Avec qui elle était. Mais c'était même plutôt pour comprendre la structure sociologique d'un groupe, d'une ethnie et identifier ceux qui sont représentatifs. C'est ça. Parfois, quand vous sortez quelqu'un du Niang, vous amenez, il vous fait le boulot par rapport à ce que vous connaissez. Bien sûr. Je pense donc que c'était pour le genre de docteur pour dire les anglophones estiment aujourd'hui que ceux qui les représentent ne sont pas ceux-là qu'ils auraient souhaité. C'est ça. Okay. Tout simplement parce que c'est notre pays. Hein. Vous êtes déjà allé à Bamenda? Oui. Bon, pas pendant la route, mon Dieu. Vous demandez ce que c'est. Pourtant, il y a des grandes autorités de ce côté-là. En tout cas, pour moi, pour chuter avec cette recherche de solutions, parce qu'il est question de cela, il est de bon ton que le gouvernement central démontre sa ferme volonté à réellement changer les choses. Moi, je dis on a connu une évolution parce qu'à une époque, certains ministres étaient pratiquement insultants dans leur réaction à la télé par rapport à ces gens. Et aujourd'hui, ils ont compris que ça ne servait à rien. Ils ont changé. Le ton a changé. Aujourd'hui, on échange avec eux de manière respectueuse et responsable. C'est une bonne chose. Maintenant, allons plus loin. Menons les renseignements avant les nominations. Rassurons-nous que les populations se reconnaissent dans le responsable, le leader qui est mis en avant. Recherchons vraiment, ce n'est qu'au Cameroun que la solution va être trouvée. Mais pour que ça soit trouvé, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit sincère. Le Rwanda l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, la RDC même l'a fait, d'autres pays l'ont fait, le Cameroun peut le faire. Et mesdames et messieurs, c'est sur ce que s'achève l'émission Culture Politique de ce jour. Merci de nous accueillir chez vous, merci de nous faire confiance. À très bientôt.